Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat, encore une fois en compagnie de Charles Daigneault. Bonsoir. Bonsoir, André. Alors, ce soir, on a deux sujets très différents, mais il va être question de voyage quand même. Toi, tu vas nous parler des 20 ans de la sonde Cassini-Huygens. Et moi, je vais parler d'un héros acadien dont le nom est connu, mais que très peu de gens savent qui il était en réalité. Beau-Soleil Broussard. C'est pas seulement un groupe de musique. Mais tout d'abord, parlons de la sonde Cassini-Huygens, partie depuis 20 ans. Oui, le périple extraordinaire d'une durée de 20 ans. Ce n'était pas prévu au départ. Maintenant, ce n'est pas non plus la première sonde spatiale. Mais pourquoi ce sujet-là m'a accroché, c'est que nous autres ici, sur notre bonne vieille terre, téléspectateurs, le soir, les deux pieds sur le pouf, on voyait à l'écran, pratiquement en direct, notre voisinage cosmique. La sonde interplanétaire Cassini-Huygens, elle était composée de deux morceaux. Là, c'est un des plus gros machins, des plus grosses sondes qui a été lancée. Ça a pris un lanceur qui s'appelle Titan 4B, qui est une fusée de l'ordre de ce qu'on voit aujourd'hui. La sonde Cassini a été lancée le 15 octobre 1997, mais sa préparation de cette mission-là remonte aux années 70. C'est une collaboration entre la NASA et la ESA, qui est l'Agence spatiale européenne. Au début, on avait prévu d'aller découvrir les secrets de la planète Saturne, qui est le joyau de notre système solaire. Comprendre sa formation. Les buts de la mission étaient multiples. On parlait de 15 expériences pour la sonde Cassini. Et il y a un autre dispositif qui est un atterrisseur du nom de Huygens. J'ai toujours eu de la difficulté avec ce nom-là, il faut croire. Et puis, lui, il va se poser là, sur une des lunes de Saturne, et puis on va étudier ça en détail. Mais ce qui est fascinant, en tout cas pourquoi que le sujet m'a accroché moi-même, c'est de faire du tourisme interplanétaire. Là, on parle de notre système solaire. On entend parler régulièrement de la planète Mars, qui est qualifiée d'une planète intérieure, c'est-à-dire la Terre, après ça on a Mars, puis là il va y avoir une énorme distance avant Jupiter, qui est la première planète qu'on qualifie d'extérieure. Entre la Terre et Jupiter se trouve une ceinture d'astéroïdes. Il y a beaucoup d'hypothèses là-dessus. Paraît-il que c'est une ancienne planète qui s'est désintégrée au cours des millénaires, et puis on lui a donné le nom de Météore. Cette planète-là s'appelait supposément Météore. Maintenant, il y a évidemment, comme la science oblige, beaucoup de théories à ce sujet. Après ça, on continue, et puis on arrive à la géante de notre système solaire, la planète Jupiter, qui a aussi été photographiée sous pratiquement tous ces angles par Cassini. Une fois qu'on a commencé à préparer le projet là, dans les années 70, on a eu à faire face à plusieurs défis. Celui qui est financier au point de départ. Statistiquement parlant, la mission, elle a coûté au total 3,9 milliards de dollars sur son ensemble. Elle a parcouru 7,8 milliards de kilomètres. Fait que là, j'ai essayé de savoir le calcul de combien que ça revenait du kilomètre. Finalement, aussi étonnant que possible, cette calcul-là n'était pas là. Fait que là, j'ai ressorti mes maths 101, puis ça arrive à 2 $ du kilomètre. Ce qui me semble être un très, très bon prix pour ce qu'on a récupéré au niveau de la science pour ça. Alors, en octobre 1997, on a eu le lancement. Là, la sonde va voyager jusqu'en 2004 dans l'immensité pour se rendre à sa destination. Alors, de 2004 à 2018, elle va explorer, entre autres, Jupiter et puis les lunes de Saturne, qui était sa destination ultime. Pendant ce temps-là, il y avait une autre sonde de New Horizons qui, elle, se dirige vers la frontière extrême du système solaire, c'est-à-dire Pluton, qui était, avant ça, était une planète, mais qui a été démodée au nom de planétoïde. Et puis après ça,
plus loin encore, les nuages de Oort. Puis là, on a commencé, d'ailleurs, depuis 2015, à recevoir des images du fin fond de notre système solaire. Donc, cette sonde-là est comme la suite de cette mission-là, qui n'est pas unique non plus, mais qui, à mon sens, est une des performances majeures. J'ai déjà parlé des expériences à long terme. Il y a une expérience, par exemple, sur la viscosité d'une substance qui dure depuis le 19e siècle. Là. Enfin, pas terminée encore. Là, quand on parle de 20 ans, on s'associe un peu au temps cosmique. D'ailleurs, la sonde Cassini, parmi une des 15 expériences scientifiques qui ont été réalisées, qui ont toutes été un succès, soit dit en passant, on allait calculer ou démontrer une partie de la théorie de la relativité de Albert Einstein. Alors, si on prend comme le Soleil, qui est une masse énorme, elle déforme non seulement l'espace par la gravitation, mais le temps aussi. Donc, le délai de communication entre une sonde et la Terre, si elle est déformée par le Soleil, le temps ralentit, donc on va pouvoir calculer exactement la déformation de ça. Et la théorie a vraiment été prouvée. D'ailleurs, on a encore élaboré plus là-dessus. On est en train de découvrir des principes de base là, d'une théorie universelle. C'est pas en restant sur la Terre assis dans un laboratoire qu'on va faire ça. Ça prend des engins pour y aller, dont Cassini qui pesait 7 tonnes, qui était quand même un des plus grosses sondes qui ont été envoyées. Parce qu'il faut comprendre que certains de ces phénomènes-là ne sont pas perceptibles à notre Exactement. échelle. Il faut avoir des distances énormes et des délais pour pouvoir se rendre compte pour que ça paraisse. Exactement. Et puis c'est pour ça qu'au cours des années, toutes ces théories-là sont contestées parce qu'elles ne sont pas démontrables d'une autre façon que d'y aller, finalement. C'est l'aventure de la science. Si on voulait, par exemple, prendre de l'humanité, la caractéristique principale qui nous amène où on est, c'est carrément la curiosité. Curiosité sur notre espèce, mais aussi curiosité sur l'univers. Depuis que l'humain a regardé les premières étoiles, qu'on se pose des questions. Et puis là, bien, dans le confort de notre foyer, on commence à avoir des réponses pour ceux que ça intéresse, évidemment. Alors, il y a eu des précurseurs, des sondes qu'on a envoyées, par exemple, au début, c'était sur la Lune. Après ça, on a envoyé Pioneer, les sondes Voyager, qu'on les entend encore, qui font leur petit bip-bip. Ces appareils-là, pour fonctionner, ont besoin de quand même une source d'énergie assez importante, des panneaux solaires, entre autres, mais ils utilisent des réacteurs thermoélectriques à isotopes, à radioisotopes. Ça a pratiquement annulé le projet de Cassini, parce que là, les groupes écologiques se sont manifestés à l'approche du programme de lancement pour dire, bon, ben voilà, on envoie un isotope qui est du plutonium. En fait, il y en avait dans la sonde au complet 56 kilos, ce qui est quand même assez énorme, sauf qu'il y avait plusieurs thermoréacteurs et il y avait du chauffage aussi. Maintenant qu'un thermoréacteur, c'est tout simplement, on va prendre une masse d'isotope qui dégage de la chaleur. On est capable de calculer exactement sa dégradation et la chaleur qu'elle va développer. Et puis, de l'autre côté, on a le zéro absolu pratique de l'espace. Ça fonctionne sur le même principe qu'une thermopompe. La différence de chaleur produisant avec un thermocouple de l'électricité. Et puis là, ça a permis de prolonger la mission qui a été prolongée 2 fois. Parce qu'au départ, elle devait durer 4 ans. Et puis après ça, en 2008, à 2010, on a décidé de prolonger la mission. Et puis de 2010 à 2017, quand elle a terminé dans une apogée extraordinaire. Parmi les expériences, il y avait un orbiteur du nom de Huygens qui va être en orbite autour d'une des lunes de Saturne, puis qui va atterrir dessus et puis qui va envoyer des données pendant bien des années encore, parce que c'est des appareils qui sont vraiment conçus, la somme de recherche, d'ingénierie, de développement qui vont dans ces appareils-là. On se pose la question quelquefois, avec tous les problèmes écologiques qu'on a aujourd'hui, pourquoi envoyer des sondes spatiales, aller voir qu'est-ce qui se passe sur Saturne? En fait,
c'est plus on en connaît sur l'évolution des planètes. Comme, prenons Jupiter, que tout le monde connaît, il y a une tempête sur Jupiter qui dure depuis plus de 300 ans. Et puis, on ne sait pas quand elle va terminer, mais on analyse les comportements atmosphériques et on est capable d'appliquer ça aussi à notre environnement terrestre, à notre écosystème, à notre atmosphère. Donc, on apprend en comparaison. Quand on est arrivé au large de Saturne, qu'on a commencé à étudier les anneaux, on a démontré que les anneaux existent depuis 100 millions d'années et puis qu'ils vont probablement exister aussi longtemps avant de s'évaporer dans le vide, parce qu'on a découvert leur composition, qui est de la glace. On a découvert que Saturne a 62 lunes, et puis il y a des lunes qui portent le nom poétique de lunes bergères, parce que leur orbite circulaire autour de Saturne et puis leur force gravitationnelle maintient des particules de glace pour former les anneaux à la même façon qu'un berger puis son chien va contenir un troupeau. Donc, on les a appelés lunes bergères. Aussi, parmi toutes les lunes de Jupiter, on en a exploré plusieurs. Là, je ne donne pas de nom parce que... sur 62... c'est Cérès, Callisto, et de suite. Puis là, on a découvert 2 planètes qui ont sans doute des océans en dessous d'une couche de glace. Et là, ça l'a amené un autre facteur, parce que là, on a une sonde qui est munie d'isotopes radioactifs, entre autres, et puis qui est en orbite dans un système qui est encore vierge. Et puis, c'est là qu'on a décidé, pour conclure la mission Cassini après 20 ans, de plonger la sonde dans l'atmosphère, ni plus ni moins de la sphère écrasée sur Saturne, pour éviter la contamination de monde qu'on va aller explorer. Là. Déjà, les prochaines sondes sont en préparation. On voit qu'il y a beaucoup aussi de développement au niveau des lanceurs américains. On a des compagnies privées maintenant qui sont dans le décor, entre autres. Là. Et puis, les prochaines sondes vont être submersibles, vont aller explorer des océans sur une autre planète. Puis là, comme je reviens toujours à cette fascination-là qu'on a, l'humain, vis-à-vis de l'inconnu, bien, on y va, on met le pied là. Quand on découvre, par exemple, une nouvelle épave, on prend le Empress of Ireland ici au Québec ou dans la mer Baltique où l'histoire de la marine ancienne a créé une multitude de naufrages. Maintenant, la téléprésence est la façon de faire. On envoie des ROV ou des véhicules commandés à distance. Dans le cas de Cassini, il y a un aspect de ça, c'est l'anomalie des télécommunications. Comme les États-Unis ont travaillé de concert avec l'agence européenne, il y a eu à un moment donné un flou au niveau des cahiers de charges pour l'atterrisseur Huygens. Et puis, la plage de fréquences utilisée ne correspondait pas. Donc, il y avait 90 % des données qui se perdaient. C'était une catastrophe, mais on a été capable de remédier à ça en modifiant les trajectoires, en modifiant les vitesses, de sorte qu'on a pu rétablir la communication. Ça a été très complexe parce que là, il y a un décalage de 8 minutes et plus entre le signal et la réponse. Donc, ça a été un exploit technologique qui n'aurait sans doute pas été possible sans l'informatique actuelle, l'intelligence artificielle, entre autres, qui va avoir joué un rôle là, dans ça, parce que je crois qu'à un certain niveau, l'humain n'est pas nécessairement capable de se taper les mathématiques. Là, là on parle de pied dans le cosmos, dans l'univers. Pour ceux qui aiment ce type d'exploration-là, on peut le faire directement du confort de notre foyer, les 2 mains sur les accoudoirs et puis regarder se dérouler devant nous autres ce qui se passe chez nos voisins cosmiques. Je conseille aux gens de regarder ça, de suivre un peu l'exploration de notre monde et l'exploration de notre système solaire. Ça va vous ouvrir l'esprit. Alors, la sonde Cassini, mission succès total. Bravo. Alors, moi aussi, je vais parler d'un personnage... on va parler de voyage aussi un peu, puisqu'on a quelqu'un qui a navigué. Mais aussi, on a un voyage dans le temps qui va parler... On va partir en parlant... D'une certaine façon, ça va avoir l'air d'une chronique artistique. On parle quasiment de musique au départ. Bon, je vais parler Beau Soleil Broussard, donc un groupe de musique qui s'appelle comme ça. Mais mieux que Beau Soleil Broussard, ou en tout cas plus connu encore, on va parler de Beyoncé. La chanteuse Beyoncé, saviez-vous qu'elle a du sang créole et acadien?
Elle a des ancêtres acadiens de Louisiane et créoles. Et parmi ses ancêtres acadiens, une de ses arrière-grand-mères se nommait Odila Broussard. Et elle descendait de Joseph Broussard, dit Beau-Soleil, alors qui est un héros acadien de la résistance durant la déportation des Acadiens. Alors, c'est comme quoi, des fois, le 6 degrés de séparation, tout ça, comment on retrouve des liens entre des gens où on ne penserait pas de trouver des liens. Qui aurait cru? Beyoncé. Alors, qui c'est ce fameux Beau-Soleil Broussard? D'abord, son nom était Joseph, et selon certains, c'était Joseph Brossard, et non pas Broussard, c'est une déformation qu'il y aurait eu. Toujours est-il que c'était un colon acadien, et né en 1702 à Port-Royal, donc actuellement Annapolis-Royal en Nouvelle-Écosse. Alors, fils de Jean-François Brossard et de Catherine Richard, et il est décédé en Louisiane en 1765. Alors aujourd'hui, c'est un héros connu, bien connu des Acadiens, beaucoup moins connu des Québécois. En septembre 1725, d'abord, Brossard épouse Agnès, fille de Michel Thibodeau, et s'installe donc à Annapolis-Royal. Et il va déménager ensuite à Chipoudy, qui est aujourd'hui Chipoudy, Nouveau-Brunswick, avec son frère Alexandre. Il va passer en cours 2 fois à cette époque-là. C'est l'époque où l'Acadie est devenue britannique. Les Anglais ont pris... L'Acadie a été cédée à l'Angleterre en 1713 par le traité d'Utrecht, à l'époque où Beau-Soleil Broussard avait à peu près 13 ans. Donc, Beau-Soleil Broussard, en 1700, va se retrouver 2 fois en cours. La première fois, en 1724, il va être accusé d'avoir quelque peu malmené un autre Acadien avec qui il avait un conflit. Il semble qu'il était quelqu'un d'assez turbulent, ce M. Broussard. Puis, en 1726, on l'a accusé aussi d'être le père d'un enfant illégitime, une espèce de procès en reconnaissance de paternité. Il a nié, mais il a été en prison quelque temps pour avoir refusé de pourvoir à la subsistance de l'enfant en disant que ce n'était pas le sien. Donc, c'est un personnage turbulent. On voit souvent son nom dans les annales judiciaires. Là. Il y a plusieurs petits problèmes. Pas des choses très majeures, c'est pas un meurtrier ou quelque chose comme ça, mais des bagarres, souvent, des choses comme ça. En 1740, il va s'installer à Le Cran, qui est aujourd'hui Stony Creek, au sud de Moncton, en Nouveau-Brunswick. Et va arriver à ce moment-là une guerre intercoloniale, une nouvelle guerre entre la France et l'Angleterre. Les Français, une expédition française descend en Acadie, dirigée par Coulon de Villiers. Et Brossard, en 1747, va participer à l'expédition du côté des Français. Alors, ça va le mettre hors la loi avec 11 autres personnes parce qu'ils ont ravitaillé les troupes françaises notamment. Il va être déclaré hors la loi par le gouverneur du Massachusetts, William Shirley, dont on va avoir l'occasion de reparler lors de la déportation des Acadiens. C'est un des responsables. En 1755, la guerre reprend de nouveau entre les Français et Broussard, qui a déjà été déclaré hors la loi de toute façon, se livre à des escarmouches, fait de la guérilla contre les Anglais. Il va même capturer un officier anglais durant une de ses expéditions et un officier français, Louis-Thomas Jacot de Fiedmont, va témoigner que Brossard était connu comme un des plus braves et des plus entreprenants parmi les Acadiens. Alors, lorsque même le 16 juin, lorsque un fort français va capituler, lui, il va être assez audacieux pour attaquer le camp anglais, la journée même, avec 60 hommes. Et Français et Indiens, il va perdre un seul homme dans l'expédition. 2 jours plus tard, il va obtenir un sauf-conduit, il va aller trouver le colonel Monckton et se proposer d'agir comme médiateur entre les Anglais et les Amérindiens, notamment les Micmacs alliés aux Français, à condition qu'on lui accorde un amnistie. Monckton va accepter. Mais là, c'est 1755, c'est là qu'arrive la déportation des Acadiens. Le gouverneur du Massachusetts, William Shirley, a conféré avec le gouverneur de la Nouvelle-Écosse, Charles Lawrence, et on décide de déporter les habitants acadiens, donc de l'Acadie, pour les remplacer par des colons anglais éventuellement. Donc,
le Broussard et sa famille vont, eux autres, être mis au courant un petit peu plus tôt parce qu'ils ont justement des liens avec Moncton et tout ça. Ils servent de médiateurs. Alors, Broussard et sa famille vont se réfugier en forêt et vont éviter la déportation. Et on pense que Brossard s'est probablement rejoint le sieur de Bois-Hébert qui dirigeait une guérilla contre les Anglais dans cette région-là et qui va probablement se joindre à eux. Se joindre à eux. Peu après, sous les ordres du gouverneur du Canada, Pierre Rigaud de Vaudreuil, Brossard va prendre la mer à bord d'un petit navire corsaire et va se mettre à attaquer les bateaux anglais qui passent dans ce qu'on appelait à l'époque la baie française, qui aujourd'hui s'appelle la baie de Fundy. Alors, avec ses 4 fils, Broussard et d'autres Acadiens qui sont réfugiés le long de la rivière vont harceler les Anglais. Et on pense qu'il a été blessé à un pied durant un combat en 1758 contre un navire anglais, et ça va l'obliger à s'éloigner un petit moment. Donc, il y a encore des Acadiens qui résistent. Et en 1761, après la chute de Québec et de Louisbourg, à l'île du Cap-Breton, le colonel anglais William Forster va écrire au général Amherst « Ces gens sont ancrés dans leur opiniâtreté à cause d'un certain beau soleil et de l'un ou l'autre qui se sont rendus tellement odieux aux Anglais qu'ils sont conscients du traitement qui les attend s'ils viennent à tomber entre nos mains. » Alors finalement, au mois de novembre 1758, Brossard, comme beaucoup d'Acadiens réfugiés dans les bois, sont réduits à la famine et vont aller capituler. Alors, ils vont se rendre au fort Cumberland où il va avec un groupe d'habitants et se livrer au colonel Joseph Fry, le commandant du fort, qui est l'ancien fort Beauséjour pour les Français. Alors, en octobre, ils vont, avec sa famille, être détenus à Windsor, en Nouvelle-Écosse, qui était à l'époque le fort Edward, et puis ensuite envoyés à Halifax, où ils vont être gardés en captivité jusqu'au traité de Paris en 1763, qui va mettre fin à la guerre. Alors, plus tard dans l'année, on va arrêter Broussard de nouveau, parce qu'il va être relâché à la fin de la guerre, mais on va l'arrêter de nouveau à Pissiguid, donc à Windsor. Il va être trouvé en possession d'une lettre écrite par l'ambassadeur de France à Londres, dans laquelle les Acadiens sont sollicités pour se retirer en France, ceux qui peuvent. Alors, il va être amené à nouveau à Halifax, devant le conseil du gouverneur, et il va être libéré seulement l'année suivante. Alors, c'est là qu'il va noliser une goélette et se rendre en France et recruter où il y a des Acadiens qui sont allés se réfugier effectivement et qui ne s'y trouvent pas très bien parce qu'il n'y a pas d'emploi pour eux. Les terres sont toutes prises. En plus, il y a la hiérarchie, les nobles, l'Église en France. On n'est pas habitué, les Acadiens ne sont pas habitués à ça. Ils sont habitués à une vie beaucoup plus indépendante. Alors, il va noliser une goélette et convaincre d'autres Acadiens de venir avec lui et de s'en aller vers une colonie française, en l'occurrence Saint-Domingue, donc Haïti actuelle, qui était une colonie française à l'époque. Mais là, le climat ne leur convient pas du tout. Il y a la fièvre jaune qui sévit à Haïti. En plus, le gouverneur qui est de Saint-Domingue les traite vraiment très mal, vont même les mettre aux travaux forcés à la construction d'une forteresse, etc. Alors, en 1765, Broussard réunit ceux qui restent et on s'en va en Louisiane. Et la Louisiane, à l'époque, les Acadiens ne le savent pas encore, mais la Louisiane est devenue une colonie espagnole. Parce que le roi de France a cédé la Louisiane en 1762 à l'Espagne par un traité secret signé à Fontainebleau en France, parce que la France avait sollicité l'Espagne à entrer en guerre contre l'Angleterre. L'Espagne n'était pas prête, a perdu la Floride qui a été prise par les Anglais. Alors, on veut lui ordonner une compensation. Mais le traité est en secret, personne ne le sait encore, ils pensent qu'ils s'en vont dans une colonie française. C'est d'autant plus confondant que c'est encore un Français qui est gouverneur sur place, qui s'appelle Charles-Philippe Aubry. En fait, il va y avoir 3-4 gouverneurs français avant que les Espagnols finissent par envoyer un de leurs gouverneurs à eux. Ça va être très long. Et donc, le gouverneur Aubry va nommer Joseph Broussard capitaine de la milice et commandant des Acadiens de la région des Attakapas. Attakapas, c'est les paroisses de Saint-Landry, Saint-Martin et ce qui est aujourd'hui Lafayette,
qui s'appelait à l'époque Vermillonville. Et donc, les Acadiens vont s'installer quelque là. Brossard va devenir capitaine de milice, va être l'autorité, va aider les Acadiens à s'installer. Les Espagnols n'ont aucune objection. Au contraire, les Espagnols sont très contents de voir arriver les Acadiens. Les Espagnols manquent continuellement de colons. Alors là, ils ont des catholiques. Alors, c'est parfait, parce que c'est important pour les Espagnols que nos colons soient des catholiques. Les Acadiens le sont. C'est parfait. Les autorités espagnoles vont aider fortement les Acadiens à s'installer là-bas. Et en plus, les contacts avec les Amérindiens vont être excellents. Les Acadiens arrivent, ils viennent, c'est sûr, vivre sur place, mais les Amérindiens sont moins nombreux qu'ils l'ont déjà été. Il y a de la place pour tout le monde et les Indiens à Takapa, qui habitent la région des Bayous, vont être d'une grande aide aux Acadiens pour s'installer, pour apprendre à fonctionner dans l'environnement des bayous de la Louisiane. C'est là que les Acadiens de la Louisiane vont apprendre à naviguer dans les bayous, à chasser, à pêcher, qu'est-ce qui se mange. C'est là qu'ils vont découvrir qu'on peut manger des écrevisses, entre autres. Et c'est là que l'identité, finalement, des Cajuns de la Louisiane va se créer. Beausoleil-Broussard va décéder à l'automne 1765 et va être renommé à un endroit qu'on appelle le camp Beau-Soleil, près de la ville actuelle de Broussard, à quelques milles au sud de Lafayette. Alors, c'est ça, ce personnage, Beausoleil-Broussard, un héros acadien qu'au Québec, on connaît à peu près pas. On connaît le nom à cause d'un groupe de musique et c'est tout. Mais c'est un personnage dont il vaut la peine d'entendre parler. Étrange que ce soit l'Espagne qui ait si bien accueilli les Acadiens comme ça, alors qu'ils étaient méprisés autant par les Anglais, puis j'ai l'impression par les Français aussi. Mais après, c'est quand même, ça a pris l'Espagne pour les accueillir, puis qu'ils s'épanouissent finalement. Là. C'est ça. Mais il faut dire que vers la fin du 18e siècle, l'Espagne a connu une espèce de regain de vigueur. Et pour eux autres, la question religieuse était fondamentale. Les Acadiens étaient catholiques, c'était le principal. Et ça termine notre émission. On me fait signe. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et à la semaine prochaine. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Anne. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.